Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et d'abord, comme tous les mercredis, Zoom crypto dans Patrimoine thématique. Alors que le Bitcoin est bien parti pour dépasser son plus haut historique dans les prochaines semaines, la France souhaite aujourd'hui clarifier la fiscalité des crypto-monnaies. Plusieurs amendements ont été adoptés par la Commission des finances. Comment taxer les gains générés par la revente des crypto-actifs? Nous allons poser la question à Pierre Morizot, CEO de Waltio, assistant en ligne pour la fiscalité de vos crypto-monnaies. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Pierre Morizot, pourquoi fallait-il clarifier la fiscalité sur les crypto-actifs? Qu'est-ce qui n'allait pas ou qui n'était pas adapté dans leur imposition? Il y a un régime fiscal qui a été mis en place le 1er janvier 2019 et qui a donc défini la crypto-monnaie, qui a mis en place un régime fiscal spécifique pour les actifs numériques, pour les crypto-monnaies. Et en fait, depuis... il y a eu des évolutions quant au type de transactions, d'opérations, de services en crypto-monnaie dans 2 ans. Et deuxième chose, ce régime fiscal était un petit peu imparfait. Il y avait besoin d'améliorer, de simplifier certaines modalités. Il y a toujours besoin de certaines modalités déclaratives. Avant de parler de ce nouveau texte, expliquez-nous comment sont-ils imposés à ce jour, ces crypto-actifs? Alors, en fait, la volonté du gouvernement, qui est pas bête, ça a été de se dire, on met en place un régime fiscal qui est spécifique pour les crypto-monnaies, et 2, on va dire qu'on fait un régime qui est assez semblable à celui d'un actif, un actif financier classique. Donc, c'est-à-dire un taux d'imposition forfaitaire de 30%. Et alors, pour cela, la particularité, c'est que déjà les crypto-monnaies ont été définies. Il y a une formule de calcul de plus-value qui est un petit peu complexe. Et après, il y a un taux d'imposition, la fameuse flat tax, sur ces gains en crypto-monnaie. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on peut parler de taxes compliquées? C'est un système complexe ou pas tellement finalement? Alors, le système est complexe par la nature de l'actif. Ce qui fait qu'en fait, et comme d'ailleurs d'autres pays, la plupart même des grands pays dans le monde, ils requièrent de suivre chacune des transactions. Donc c'est exactement la même logique une logique de fiscalité de professionnel ou une logique comptable, un peu comme la comptabilité d'une entreprise. On doit enregistrer chacune des transactions. Donc cela rend évidemment complexe, fastidieux, chronophage, surtout que le nombre d'opérations souvent en crypto-monnaie croît de façon très forte, et donc ainsi la plateforme d'échange, un petit peu comme la banque ou le broker, donc l'intermédiaire qui permet l'achat et vente, ne peut pas réaliser diffus, donc imprimé fiscal unique, de documents qui synthétisent les gains sur la plateforme. Donc un secteur qui évolue très vite, il fallait s'adapter. Ouais. Pourquoi les acteurs du secteur dénoncent-ils une imposition punitive, Pierre Morizot? Alors, je pense que l'imposition punitive, elle est surtout dans le sens que les modalités aujourd'hui de calcul sont complexes. Il n'y a pas de faculté de déduire les moins-values. Alors, elle peut être faite au sein d'une même année. Mais si, en fait, c'est un actif qui est quand même relativement... qui varie beaucoup en termes de cours et de valeur. Et donc, il peut se passer qu'il y ait des années qui, malheureusement, il y a la grande majorité ou une bonne partie qui encaisse des moins-values, en tout cas sur l'année. La volatilité n'est pas assez prise en compte, c'est ça? La volatilité n'est pas prise en compte, donc il n'y a pas cette possibilité de déduire une moins-value globale sur l'année vis-à-vis des années suivantes. Et après, il y a d'autres modalités pratiques qui rendent les choses relativement complexes. Parce que l'objectif de ce texte, c'était aussi donc de décomplexifier, aussi de rendre ce secteur attractif aussi pour les Français. Tout à fait. Alors exactement. Et je pense que déjà le fait comme on disait, le fait d'avoir présenté et défini exactement quelque chose pour les crypto-monnaies, ça a, d'une certaine façon, au moins levé une très grande partie des doutes. Et alors ça, c'est ce qui a été fait en première partie durant l'année 2018 et mis en place début 2019. Et là, 2 amendements sur les 9 qui ont été présentés ont été acceptés, et ce qui permet davantage de clarifier ce régime fiscal pour ceux qui avaient un doute. Ça fait beaucoup d'amendements rejetés. Oui. Comment on explique ça? Il y a plusieurs façons de l'expliquer. Malheureusement, le gouvernement en place et la Commission des finances pensent que c'est trop tôt pour certains d'entre eux. Et d'autres, je pense qu'ils n'ont pas assez soit creusé ou se sont... on va dire, pris du sujet, enquêté. Donc ça a été des propositions qui ont été portées par un certain nombre de députés, dont Pierre Persson. Et donc là, aujourd'hui, le gouvernement n'avait pas assez travaillé, je pense, et étudié
la possibilité de, comment simplifier ces choses. Donc les deux retenus sont ceux sur... Alors, il y en a, de mémoire, je m'en souviens d'un, surtout, c'est celui qui permet, en fait, qui clarifie l'activité. Oui. Et c'est l'activité, donc, entre une activité qui est professionnelle et une activité C'est ça, distinguer le trading habituel et inhabituel, c'est exactement professionnel, non professionnel. Exactement. Et ça, c'était important de le clarifier. C'est important de le clarifier. L'idée étant qu'il y a des critères qui permettent de dire quelqu'un exerce en fait son activité en tant que la gestion de son patrimoine. C'est une activité qui est occasionnelle et sinon quelqu'un réalise, une personne, un individu qui va réaliser ces activités de trading de crypto-monnaie plus à titre professionnel, c'est-à-dire va le faire très régulièrement, c'est ses revenus principaux de son foyer fiscal. Et l'idée, c'est qu'il y avait donc les critères que je viens de citer, mais il y en a d'autres, étaient relativement flous. Et là, en fait, le gouvernement a fait un super travail en disant, qui est assez logique en soi, c'était de se dire, on va prendre les mêmes critères qu'on applique pour le trading d'actions, d'obligations, de titres financiers, on va appliquer ces mêmes critères pour les crypto-monnaies. Quand on parle de crypto-monnaies, donc il y a le Bitcoin, évidemment, la doyenne, on va dire, des crypto-monnaies, qui est évidemment donc, sur le devant de la scène. Qu'en est-il des NFT, par exemple, aussi? Expliquez-nous, quand on parle de fiscalité des crypto-monnaies, de quoi on parle? Alors, en effet, déjà, il y a plein d'autres crypto-monnaies. Je pense qu'on peut presque même se dire, c'est comme des sites Internet. Il y en a, au début, on disait, il y en a plusieurs, lequel suivre. Non, mais il y en a plein. Et celles-ci, elles répondent tous à des besoins ou des objectifs qui sont différents. Pour ce qui est des NFT, donc aujourd'hui, en effet, ça a le vent en poupe depuis quelques temps. Ce qui avait été proposé d'un point de vue purement fiscal, c'était de se dire, le NFT, en fait, a donc à chaque fois un sous-jacent, type œuvre d'art, type quelque chose qu'on collectionne ou autre. Et en fait, on ne va pas choisir le régime fiscal du NFT en tant qu'actif numérique, en tant que crypto-monnaie. Donc, on ne va pas les assujettir à ce régime fiscal, mais plutôt à celui du sous-jacent. Et là, donc, donc, il faut les traiter différemment Je ne sais pas s'il faut. En fait, pour être très honnête, les deux... en tout cas, ce qu'il faut déjà, c'est qu'aujourd'hui, la définition de l'actif numérique, dans le texte de loi en France, reste relativement vague et semblerait exclure les NFT. Mais... c'est-à-dire qu'on ne précise absolument pas comment les déclarer. Et je pense que c'est vrai il faut se dire un peu qu'est-ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais il y a aussi de se dire, déjà juste donner un texte de loi, donner une idée pour que les contribuables ne soient pas dans le doute, que les avocats n'aient pas des interprétations qui divergent, et même que les interprétations ou la compréhension des textes de loi par les avocats qui est faite ne divergent pas en contentieux lorsqu'il y a des contrôles fiscaux. Pierre Morisot, on en parlait, des objectifs en tout cas de ce texte, c'est donc peut-être aussi de faire revenir les détenteurs français de crypto-monnaies en France. Est-ce qu'on a des chiffres? Combien sont-ils à ce jour, ces Français qui s'emparent de ce sujet-là? Déjà, donc, on estime que 2 millions de Français détiennent des actifs numériques. Il y a plusieurs études qui montrent qu'aujourd'hui, plus de 5% en posséderaient. Donc, une chose est sûre aussi, donc ça, c'est au niveau France. Et une autre donnée qu'on a, c'est qu'entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin, une étude donc, d'un des gros brokers de crypto-monnaies, une plateforme appelée crypto.com, disait que dans le monde, le nombre de détenteurs a été multiplié par 2 entre ces deux dates. Donc, entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année. Donc, ils croient énormément, donc tant en France qu'à l'étranger. Et les profils aussi évoluent, on en parlait aussi tout à l'heure. Oui, exactement. Ce qu'on disait, c'est qu'au tout début, les personnes qui détenaient des actifs numériques étaient des personnes, vraiment au tout début, c'était presque anti-système, c'était des profils développeurs, très technophiles. Et puis on a vu, donc avec la vague de 2017, prendre des profils, des nouveaux profils, alors toujours technophiles, mais entrepreneurs, des personnes plus ouvertes. Et là maintenant, on voit des monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent, qui souhaitent investir. Et c'est en effet ces profils qui souhaitent avoir une fiscalité, alors plus que les autres, de façon, parce que s'il y en a plus en quantité, mais qui souhaitent avoir un régime fiscal qui est clair, qui est simple et qui est précis. Comment, chez Waltio, vous accompagnez ces textes de loi, ces adaptations et ces nouveaux régimes fiscaux? Comment vous les accompagnez? Déjà, en fait, la particularité de notre outil, c'est que nous, contrairement à un avocat ou un expert comptable qui va accompagner individuellement son client, il va faire ses calculs individuellement, nous, notre logiciel fait tout le travail. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail, pas d'accompagnement, mais de calcul, en tout cas une grosse partie, c'est-à-dire qu'il va se connecter sur les comptes de crypto-monnaies. Nos clients eux-mêmes vont se connecter sur notre outil. On va récupérer toutes les informations
donc des plateformes d'échange et des wallets. Nous, on a codé le droit fiscal des crypto-monnaies. Et à partir de là, on va analyser, on va guider aussi le client dans le calcul de son montant imposable et on va produire automatiquement les rapports. Donc l'objectif, c'est quoi? De simplifier évidemment la déclaration des revenus sur ces produits financiers? Exactement. Ouais. L'objectif aujourd'hui, il a été de l'automatiser. Et en fait, pour revenir sur votre première question, c'est qu'on a le fait de le faire pour des milliers de personnes, on a un certain nombre de données qui nous permettent de déceler des tendances dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc, aujourd'hui, on a donc alerté des parlementaires, le gouvernement, sur ces tendances, en disant, attention, par exemple, on veut que les actifs numériques soient perçus comme un moyen de paiement. Aujourd'hui, c'est moins de 0,1% des transactions dans notre outil. C'est pas normal. Et donc, ça veut dire que les modalités... Alors, en cherchant un peu, on comprend. Les modalités déclaratives, aujourd'hui, sont relativement contraignantes pour quelqu'un qui souhaiterait payer régulièrement en crypto-monnaie ou utiliser la crypto-monnaie comme un instrument de paiement. Donc vous alertez et puis ensuite, après, vous êtes obligé de vous adapter en fonction des textes de loi également aussi qui sont votés. Ça, c'est compliqué de réadapter les algorithmes, les logiciels quand il y a des changements de texte. Alors, avant, il y en avait des changements, c'était très régulier. Ouais. Il y en avait pris presque un par an. Et donc, et puis le modèle pour les particuliers, pour les professionnels est différent, pour les entreprises aussi. Donc, ça fait partie complètement de notre métier. Et c'est tout à fait, en effet, on a une cellule de veille juridique et nos avocats nous accompagnent sur ce sujet. Pour vous adapter justement à ces évolutions, pourquoi avez-vous sorti ce livre blanc, Pierre Morisot, ce guide fiscal destiné aux particuliers? En fait, on avait le problème de base, c'était que les Français ne comprenaient pas le régime fiscal des crypto-monnaies. Et beaucoup souhaitaient le faire. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit avec nos avocats, donc le cabinet Orwell Avocat, qui est spécialisé sur les enjeux des actifs numériques, on s'est dit, on va rendre cette information publique et l'expliquer facilement. Alors qu'avant, c'était soit des textes juridiques donc difficilement compréhensibles du grand public, et sinon, il fallait voir un avocat et avoir une prestation d'accompagnement individualisée. Donc, en fait, on a rendu ces informations publiques, et là, tout de suite, on a vu qu'en fait, les individus étaient hyper contents d'avoir accès, au moins comprendre facilement ce qui a été fait. Il a été téléchargé plus de 25 000 fois en tout. Donc, il permet rapidement de comprendre comment fonctionne, quelles sont les modalités déclaratives, comment est-ce qu'on calcule ses plus-values, comment est-ce qu'on déclare. C'était logique de créer un outil pour simplifier les déclarations de revenus et également faire de la pédagogie auprès des particuliers sur cette question-là, essayer de leur expliquer le tenant et les aboutissants du régime fiscal. Exactement, oui, tout à fait. De faire les deux, de combiner les deux. Dernière question, Pierre Morisot. Comment voyez-vous, question un peu large, mais comment voyez-vous évoluer la fiscalité sur les cryptos dans les prochaines semaines? Donc on a vu, ça évolue très vite. Est-ce que selon vous, il faut quand même aller plus loin? Là, on a parlé des 2 amendements qui ont été adoptés. Il faut encore aller plus loin et on ira plus loin de toute façon. Comment vous voyez ces évolutions? Alors, déjà, donc là, en ce moment, il y a le projet de loi de finances. Donc, celui-ci a été déjà débattu en Assemblée nationale. Maintenant, il va y avoir des discussions au Sénat. Après, il y aura une deuxième lecture du projet de loi de finances, donc d'autres amendements pourraient être à nouveau portés d'ici la fin d'année, donc courant le mois de novembre, et après ce projet de loi de finances sera voté en décembre. Donc il y a encore d'autres cartouches pour essayer d'encourager à porter ces amendements, à les reformuler pour prendre en compte les réflexions du gouvernement. Et sinon, ce sera, dans le pire des cas, l'an prochain. Il est évident qu'aujourd'hui, ces 2 amendements ne sont pas suffisants pour faire en sorte que l'actif numérique soit détenu, utilisé pour des millions de Français. Donc on a encore besoin en effet de travail, de pédagogie, même au sein des pouvoirs publics. Merci d'en avoir fait d'ailleurs un peu avec nous aujourd'hui, Pierre Morisot de la pédagogie. Merci de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes le CEO de Waltio. Merci à vous. Beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.